avec donc, les déplacements de la courbe de demande et déplacements le long de la courbe de demande. Ok. Alors, donc je répète, il va falloir faire attention. Hein. La courbe de demande qu'on a bien décrite jusqu'à présent, on peut soit se déplacer le long de cette courbe, soit carrément faire se déplacer la courbe en entier. Le document 4 a pour objectif de vous expliquer qu'est-ce qui peut faire varier la quantité demandée. Alors on a dit, certes, il y a le prix, hein, c'est marqué ici, hein, c'est l'un des premiers facteurs qui influence la quantité demandée, mais il y a d'autres facteurs, d'accord, comme le prix des autres biens qui lui sont substituables, ça veut dire on peut remplacer le bien consommé par cet autre bien, on peut les substituer, le niveau de revenu des consommateurs, les préférences des consommateurs, les dépenses de publicité, la taille et tout ça. Donc, vous lisez le doc 4, hein, ou vous lirez, vous ferez pause et vous lirez le doc 4 avant de regarder la suite, puisque voilà, le but c'est de vous donner des informations pour faire l'exercice. Donc, je ne vais pas lire le document, c'est pour vous. Donc, on passe directement à la correction. Alors, vous ferez bien attention hein, sur voilà, le déplacement le long de la courbe et le déplacement de la courbe. Ok, c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes éléments qui font varier, enfin qu'il faut prendre en compte quand c'est un déplacement le long de la courbe et quand c'est un déplacement de la courbe de demande en elle-même. Donc, reprenons la courbe de demande agrégée de lait de l'activité numéro 2. Sachant que le prix du lait s'établit à 50 centimes le litre. Donc on part de cette information-là. Hein. Sur le marché, le prix du lait est à 50 centimes le litre. Combien de litres de lait vont être demandés au total chaque mois, c'est-à-dire à la demande agrégée? Eh bien, très facile, ça se lit graphiquement. Admettons que le prix soit de 50 centimes, c'est ici, on le retrouve ici, vous voyez bien, avec les axes qui sont gradués. Ah, et pour connaître la quantité demandée, la quantité agrégée de lait demandée, il suffit de partir du niveau de prix, de suivre tout droit comme ceci, jusqu'à toucher la courbe de demande et redescendre pour lire la quantité de lait demandée de manière agrégée. Donc là, ici, c'est 20 litres. Ça veut dire que si le prix du litre de lait était à 50 centimes, globalement, les gens en demanderaient en tout 20 litres par mois. C'est-à-dire les trois personnes qu'on a mentionnées tout à l'heure, qui font qu'on a une courbe de demande agrégée, eux trois tous ensemble, ils demanderaient dans leur ensemble 20 litres en tout, si le prix était de 50 centimes le litre. D'accord? Et on peut faire de la même façon avec n'importe quel autre prix. Pour 80 centimes, par exemple, on pourrait, en allant toucher la courbe, on verrait que la demande agrégée de lait serait de 6, 7, environ 8 litres par mois. C'est-à-dire très peu, ce qui est logique, puisque 80 centimes le litre, c'est assez cher du point de vue des préférences des consommateurs qu'on étudie en ce moment. Ok. Donc, indiquer à l'aide de deux traits en pointillés, c'est ce que je viens de dire en fait, hein, le nouveau prix de vente, la nouvelle quantité demandée, euh, et la nouvelle et placer deux flèches indiquant dans quel sens de variation le prix et la quantité de ah, autant pour moi. Indiquer à l'aide de deux traits pointillés le nouveau prix de vente. Ah oui, en fait c'est ça. Je me suis un petit peu trompé. Ça doit aller ici. Hop. C'est l'objet de la question de pardon. Donc, supposons maintenant que le prix du lait augmente, peu importe la raison, jusqu'à atteindre 80 centimes le litre. Quelle quantité de lait sera désormais demandée chaque mois? Indiquer à l'aide de deux traits en pointillés le nouveau prix de vente, la nouvelle quantité demandée et placer deux flèches indiquant dans quel sens varie le prix et la quantité demandée. Ok. Donc ça, graphiquement, regardez bien. Donc on suppose que le prix évolue sur le marché. On ne sait pas pourquoi, mais ça ne nous intéresse pas. Donc là, le prix passe à 80 centimes, vous voyez bien. Tac. Donc hop. Sauf que pour 80 centimes, la quantité demandée agrégée, la quantité agrégée de lait demandé est plus faible, 8 litres. Donc ça veut dire qu'on va se déplacer. Donc là, le prix augmente, la quantité demandée baisse, et on va se déplacer le long de la courbe de demande. Ok. Donc voyons, hop, on se déplace jusqu'à atteindre le nouveau prix. Hop.
Donc voilà ce qui se passe quand le prix d'un bien augmente. On se déplace le long de la courbe de demande. Si le prix du bien augmente, la quantité baisse et on remonte la courbe en fait. Si le prix du bien diminue, on va plutôt descendre la courbe. On va descendre la pente et ça veut dire que la quantité demandée va augmenter. Petit 3. Quel est euh, que le prix du lait diminue ou augmente, s'agit-il d'un déplacement le long de la courbe ou d'un déplacement de la courbe de demande? Bon, bah, en fait, je l'ai dit, hein, vous n'êtes pas aveugle, vous avez vu qu'on se déplaçait le long de la courbe de demande. Ok, quand c'est le prix qui varie, on se déplace le long de la courbe de demande. C'est pas un déplacement de la courbe. On verra ça après sur qu'est-ce qui fait se déplacer la courbe. Alors 4. Supposons maintenant, hop, on va décaler, supposons maintenant que les préférences des consommateurs changent, peu importe la raison, et que désormais ils apprécient davantage le lait. D'accord? Peu importe le prix qui se présente à eux, ils désirent acheter en tout 8 litres de lait supplémentaires. Tracez la nouvelle courbe de demande que vous nommerez D2, et donc il faut placer des flèches aussi pour indiquer la variation. Donc on est d'accord, hein, comme là on est sur une courbe de demande agrégée, ça veut dire que si la demande augmente de 8 litres, c'est au niveau agrégé aussi. Ok? Les gens, dans leur ensemble, vont demander 8 litres de lait en tout, supplémentaire. Parce qu'ils désirent tous consommer plus de lait parce que leurs préférences ont changé. Alors graphiquement, comment ça va se présenter? Donc on repart de la situation précédente, hop, demande agrégée, sauf que là, vu que tout le monde veut plus de lait, ça va se décaler vers la droite. D'accord? Hop. Et voilà, tout simplement. Et quand, avec ce nouveau... alors, je vous le refais? Allez, pour le plaisir. Moi j'aime bien parce que comme j'ai passé un temps incroyable à faire tous ces petits graphiques, j'aime bien les voir se déplacer. Hop. Donc du coup, vous êtes là. Et bah, si vous prenez n'importe quel niveau de prix et que vous regardez l'ancienne courbe, vous verrez que l'écart entre la quantité de l'ancienne courbe et la quantité de la nouvelle courbe de demande, cet écart est toujours égal à 8 litres. D'accord? Normalement, j'ai bien fait, il y a 8 litres d'écart à chaque fois. Ce qui est normal puisque avec les nouvelles préférences des consommateurs, dans leur ensemble, ils veulent consommer 8 litres de lait en plus, peu importe le niveau de prix auquel ils auraient affaire en allant sur le marché. D'accord? Question 5. Supposons maintenant que le prix des laits végétaux, donc voilà, lait d'amande, de soja, lait d'avoine, on suppose qu'il diminue fortement. Tous les consommateurs décident alors de réduire leur demande de lait de vache et reportent cette demande sur les laits végétaux, car ce sont de bons substituts au lait animal. Vous avez compris l'idée, hein. Le lait de soja et le lait d'amande, ça coûte relativement moins cher. Du coup, les gens arrêtent ou consomment moins de lait de vache et se disent, tiens, je vais acheter des laits végétaux qui sont... c'est à peu près pareil, c'est même meilleur pour la santé. Alors, du coup, ils en achètent plus qu'avant. Sans se soucier des proportions, tracez la nouvelle courbe de demande de lait de vache que vous nommerez D3. Placez deux flèches indiquant le déplacement de la courbe. Alors, je ne sais plus s'il y a un schéma avec ça, je crois que oui. Donc là, vu que tout le monde va se reporter sur les laits végétaux et donc va consommer relativement moins de lait de vache, on peut s'attendre à un déplacement de la courbe de demande de lait de vache vers la gauche. Les gens vont, peu importe le prix, en acheter moins qu'avant, puisqu'ils vont préférer acheter du lait de vache, des laits végétaux, pardon. Je recommence. Donc vous voyez bien que là, le prix des autres biens substituables influence la quantité demandée pour un certain bien. Le lait de vache et les laits végétaux sont des biens substituables, on peut remplacer l'un par l'autre, grosso modo. Donc si le prix des laits végétaux diminue, eh bien ça incite les consommateurs à se reporter sur ce produit-là et à consommer relativement moins de l'autre produit. C'est pour ça que c'est la courbe de demande en entier qui se déplace vers la gauche concernant la demande agrégée de lait de vache. Ok? Donc, alors avant de passer à la question 6, juste pour qu'il n'y ait pas de malentendu, je remonte un petit peu. Donc vous voyez ici que tous les facteurs qui sont susceptibles d'influencer la demande d'un bien,
en fait, il y a deux catégories. Il y a le prix du bien. Si lui, il bouge, ça fait qu'on se déplace uniquement le long de la courbe de demande. En revanche, tous les autres facteurs ici, s'ils sont modifiés, taille de la population, s'il y a une campagne de pub, si les préférences des consommateurs changent, le niveau de revenu, si les gens s'enrichissent ou s'appauvrissent, le prix des autres biens substituables, tous ces facteurs-là, si eux, ils sont changés, c'est la courbe de demande en entier qui se déplace, soit vers la droite, quand il y a plus de demande, soit vers la gauche, quand la demande diminue. Ok? Donc pour s'entraîner à ça, on va faire la question 6. Alors je vous donne la réponse directe, hein, vous allez voir, pas difficile. Donc, quel est l'impact sur la demande de lait de vache d'une hausse du prix des laits végétaux? Donc, là, c'est bien un des facteurs qui fait se déplacer la courbe en entier. Si le prix des laits végétaux augmente, ça veut dire que les gens vont consommer moins de laits végétaux et reporter leur demande sur du lait de vache. Donc, c'est toute la courbe de demande de lait de vache qui se déplace vers la droite et la quantité demandée, naturellement, augmente. Quel est l'impact sur la demande de croissant d'une hausse du prix du beurre, composant principal des croissants? Bon, bah, si le beurre coûte plus cher, fatalement, le croissant va coûter plus cher. Donc le prix du croissant va augmenter. Et si le prix du croissant augmente, eh bien, euh, la quantité demandée diminue. Et bah là, on se déplace le long de la courbe. Donc il n'y a pas de déplacement de la courbe ni vers la gauche ni vers la droite. D'accord? Puisqu'on se déplace le long de la courbe. C'est le prix qui évolue. Le prix du bien varie. Donc c'est un déplacement le long de la courbe et pas de la courbe de demande. Quel est l'impact sur la demande de produits alimentaires d'une augmentation de tous les salaires de 300 euros par mois? Bah ça c'est facile, tout le monde est plus riche de 300 euros par mois, donc la quantité demandée de tous les biens alimentaires augmente, et comme la richesse de tout le monde c'est un des facteurs qui fait se déplacer la courbe en entier, la courbe se déplace, la courbe de demande se déplace vers la droite. C'est toute la courbe de demande qui se déplace vers la droite. Quel est l'impact sur la demande de farine d'une baisse du prix du blé? Donc, si le prix du blé baisse, alors la farine coûte moins cher, donc son prix diminue. Donc, c'est uniquement un déplacement le long de la courbe de demande. Et en l'occurrence, la quantité demandée va augmenter. D'accord? Puisque la farine coûte moins cher. Quel est l'impact sur la demande de viande, bœuf, poulet, mouton, de manifestations pour la défense de la cause animale? Donc on imagine que ça fait changer les préférences des consommateurs. Les gens sont sensibilisés grâce à ces manifestations à la cause animale et veulent relativement moins manger de viande par rapport à avant. C'est leur préférence qui change. Donc la quantité de viande demandée diminue, et comme c'est un changement dans les préférences des individus, les préférences des agents économiques, comme on dit, alors c'est toute la courbe de demande qui se déplace vers la gauche, d'accord, qui diminue. Quel est l'impact d'un baby boom, donc forte hausse des naissances, sur la demande de glace? Alors bah là, c'est encore un facteur qui fait se déplacer la courbe en entier. Il y a plus de consommateurs en fait, et en plus c'est des enfants. Donc les enfants ça aime les glaces, mais les adultes aussi, hein. Mais les enfants, voilà, on imagine que plus d'enfants d'un coup, ça crée une hausse de la quantité demandée, et c'est un déplacement de la courbe de demande, donc c'est toute la courbe de demande de glace qui va se décaler vers la droite. Et pour terminer, les préférences des consommateurs changent. Désormais, ils aiment moins le nougat. Quelles conséquences sur la demande de nougat? Bon, ça on l'a déjà un peu dit, hein. Si les préférences changent, c'est un déplacement de toute la courbe de demande. Et comme ils veulent moins de nougat, bah, la courbe de demande se déplace vers la gauche. Et la quantité demandée, forcément, diminue. Enfin, la quantité agrégée demandée diminue. Alors, on va passer au comportement des offreurs sur un marché. Là, on a fait le comportement des demandeurs. Maintenant, on va faire le comportement des offreurs, mais dans une autre vidéo, histoire de toujours de séquencer un peu les choses. Voilà. À tout à l'heure.